Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec Guillaume Cosnier. Bonjour Guillaume. Bonjour Vanessa. Donc, on va se retrouver pour cette vidéo dont je vous avais parlé dans les énergies du mois, où je vous annonçais qu'on allait parler de l'astrologie à un niveau plus mondial. Donc, faire un petit bilan de ce qu'a pu produire le carré Saturne-Uranus l'année dernière et les effluves dans lesquels on est encore suite à ce transit. Et pour en parler, quoi de mieux qu'en parler avec Guillaume, puisque Guillaume a écrit un article que vous avez peut-être lu, et si jamais vous ne l'avez pas lu, évidemment, vous aurez les références sous la vidéo. Donc, un article qui relate, en fait, enfin, qui est le bilan, c'est ça, hein, c'est le bilan, parce que tu avais déjà écrit un premier article. C'est ça, ouais. Donc, déjà, un premier article sur ce carré Saturne-Uranus qui avait été écrit, qui avait été publié fin juin de 2021, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu viens de dresser le bilan, c'est ça, suite à ce premier article que tu avais écrit. Tu as réécrit un article qui est pour moi un article juste magnifique. Donc, je vous encourage vraiment à le lire, pardon, pas à l'écrire, puisque c'est déjà fait. Alors, pourquoi le lire? Pourquoi lire un bilan sur ce carré Saturne-Uranus et ce bilan en particulier? Parce que on a vraiment un tableau exhaustif, parce que tu nous parles vraiment de tous les domaines. Donc, on a vraiment un tableau exhaustif, en fait, non seulement de ce qui est en train de se jouer en ce moment et de ce qui s'est joué pendant toute l'année 2021, mais aussi de ce qui nous attend. C'est ça qui est intéressant, finalement, ce n'est pas un simple bilan, ou en tout cas, c'est un bilan qui fait vraiment la transition, comme le fait ce carré, la transition entre deux mondes, et qui nous donne une perspective assez hallucinante. Moi, j'ai eu l'impression de lire un roman de science-fiction en lisant cet article, et en même temps, on est dans cette science-fiction. C'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, il est fourni de tout un tas de... C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire en plus de ton analyse, on a tout un tas une espèce de florilège de tout ce qui a pu se passer en termes d'événements. En plus, tu nous les donnes sous forme de liste, c'est-à-dire que vraiment, on se prend tous les événements comme ça d'un coup en pleine face, et là, on commence à faire le lien là où on ne le faisait pas forcément, c'est-à-dire qu'on avait bien vu se dessiner certaines choses comme le pass sanitaire, qu'est-ce que ça pouvait entraîner. On a bien vu où nous menaient les crypto-monnaies, où nous menait le climat, enfin les questions sur le climat, enfin tout un tas de sujets dont on va parler bien sûr dans la vidéo en détail. Et là, on fait le lien en fait entre toutes ces parties, et on voit le monde qui est en train de se dessiner, qui est en train de s'ouvrir à nous. Et c'est ça qui est super intéressant dans ton article. Donc déjà, c'est merci pour avoir écrit cet article. C'est vrai que ça clarifie tous ces sujets. Alors, quand la triple conjonction de 2020 a eu lieu en Capricorne, le fameux Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, moi, j'avais personnellement l'impression de basculer, et je pense que vous êtes nombreux à avoir eu cette sensation, dans le livre de Bradbury, 1984, non pas Bradbury, Orwell, Georges pardon, Orwell. de George Orwell, 1984. Et quand on est passé en 2021 sous le carré Saturne-Uranus, j'ai vraiment eu l'impression cette fois-ci de basculer dans le livre Le meilleur des mondes de Huxley, c'est-à-dire avec toute cette partie technologie, les métaverses, etc., qui étaient déjà présentes dans le livre et dont on va parler. Alors, avant de commencer, peut-être de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu définis en quelques mots ce carré Saturne-Uranus en termes d'énergie, en fait? Comment on a vécu ça en termes énergétiques? Parce que j'avais l'impression un petit peu dans une forme de rupture, en fait, hein. On sentait une rupture en train de se jouer. Et comment tu définis, toi, cette énergie? Euh, Bien, en fait, oui, c'est assez compliqué de définir
sur un seul pan qui pourrait être la représentation de Saturne-Uranus, parce que ça peut se manifester sur différents plans. Mais on va dire que de manière générale, il y a Saturne qui est un symbolique même de comment dire, du long terme, de la persévérance, de l'effort oui, c'est ça, sur le long terme, avec toute une symbolique qui est liée à la contrainte, à la restriction, au blocage, où des fois même il faut se poser, se stopper, s'arrêter pour avoir une réflexion sur les choses. Donc Saturne, ce serait un petit peu une énergie de frein d'une certaine façon, mais qui peut être nécessaire. C'est pas forcément la contrainte négative, hein, ça peut être une contrainte aussi positive. Donc ça va dépendre de comment ça va jouer, mais en tout cas, cette notion de se poser, de s'immobiliser pour réfléchir. Et ensuite, on a le Uranus, lui, qui est complètement à l'inverse de l'énergie saturnienne, dans le sens où lui, c'est plutôt une symbolique qui est reliée au fait d'accélérer justement les choses. Donc là, on n'est pas du tout dans une notion comment dire, d'immobilisme, mais plutôt d'action, d'accélération, même parfois de précipitation. Justement, Uranus, c'est celui-là qui fait sauter toutes les barrières, alors que Saturne, c'est celui qui les pose. Donc, en fait, globalement, cette énergie Saturne au carré d'Uranus, que ce soit au niveau collectif ou individuel, peut se traduire par on avance, on progresse de façon débridée dans un sens, et dans un second temps, ou même des fois simultanément, Saturne, lui, il va reculer, il va stopper l'accélération d'Uranus. Donc, il y a un phénomène d'aller-retour. C'est on avance, on recule, on avance, on recule, et d'une façon extrême dans les deux côtés. Donc, voilà comment... Le fameux stop and go. On a l'impression que à chaque fois que ça avance, justement, quand on est plutôt du côté d'Uranus, du côté débridé d'Uranus, on a l'impression qu'à chaque fois, ça nous ramène quand même de nouvelles responsabilités par rapport à ce qui était avant. Parce qu'on parle souvent, on va dire avec facilité peut-être, mais du monde d'avant qui pourrait être représenté par Saturne et du monde nouveau qui est en train d'arriver, vers lequel on est en train de basculer. Sauf que, je ne sais plus qui disait ça, dans le monde d'avant, par exemple, on n'entrait pas dans un bar en présentant un pass, par exemple, pour pouvoir boire un café. Donc, le monde d'avant qu'on pense retrouver à chaque fois, il amène toujours des nouvelles restrictions. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais plus dans le monde d'avant. On est dans un monde qui ressemble à avant, qui a le goût, la couleur de l'avant, mais qui n'est plus le monde d'avant, puisqu'à chaque fois, il y a de nouvelles restrictions apportées par Saturne quand on bascule du côté de l'accélération, non? Oui, c'est-à-dire qu'on peut aussi le schématiser dans le sens où Saturne va représenter le passé, ou avec tout ce que ça implique de tradition, d'anciennes valeurs, etc. Donc ça, on va le cataloguer dans le monde d'avant. Et Uranus, c'est plutôt le futur. Alors, il y a plusieurs volets dans ton article. Donc, je te propose que nous reprenions chaque volet un à un. La première grande partie nous parle de covidisme à plein régime, qui nous renvoie d'ailleurs à une actualité sanitaire qui a souvent pris le pas sur le reste de l'information. Il y a beaucoup d'autres informations qui se déroulaient en parallèle et qui sont passées à la trappe concernant cette période-là, 2021. Toi, tu parles d'une valse entre les deux planètes, entre Saturne et Uranus. Donc, comment tu vas lier en fait cette valse avec tout ce que tu cites, l'éternel retour des vagues, les privations de liberté, les vaccinations qui imposent des droits d'entrée, des outils numériques pour le contrôle, etc. Comment tu entrevois ça en fait entre ces deux planètes?
Ben, pour le coup, toute la gestion sanitaire qu'il y a eu autour du Covid est assez la manifestation justement de ce que j'expliquais tout à l'heure entre Saturne et Uranus, c'est-à-dire Uranus qui veut imposer son monde nouveau. Donc, quel serait ce monde nouveau? C'est d'instaurer finalement la toute-puissance finalement de la technologie, du numérique, de la surveillance, du contrôle. Parce qu'on rappelle qu'Uranus, Ouais, qu'Uranus est lié justement à toutes ces notions-là, en fait, hein. Et même Uranus en soi, c'est de façon archétypale, c'est le révolutionnaire qui veut prendre la place de l'empereur, mais lui-même, une fois qu'il l'a, il devient aussi tyrannique finalement que l'empereur. Avec Uranus, il y a cette notion-là. Donc en fait, c'est nous imposer par le biais, enfin, en nous faisant croire que ce qu'il nous propose sont des progrès, et en réalité, par ce biais-là, il va nous imposer aussi une forme de tyrannie et de dictateur possible, puisqu'il est finalement, euh, il est dans cette proposition de liberté, mais de liberté sous son contrôle finalement. Donc ça, c'est toutes des notions qui sont rattachées à Uranus. Donc en fait, euh, par rapport au Covid, donc, la pandémie a été un bon prétexte, on va dire, ou une récupération au moins, pour justement que la mise en place d'une surveillance numérique s'instaure de fois 20 par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Et ce qui confirmerait ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'on voit que finalement, par rapport à la crise sanitaire, quels sont les outils qu'on nous a proposés? Ce n'est pas des traitements préventifs d'ailleurs, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. L'argent n'a pas été mis dans cette recherche-là. Non, il a été mis dans des outils de passe sanitaire qui est étroitement relié avec comment dire, ce qui est un outil numérique, en fait, le pass sanitaire. C'est-à-dire, voilà, on est scanné pour accéder à certains services. Je ne vois pas ce qu'il y a de sanitaire là-dedans, mais bon, ça, après, chacun en jugera. Mais en tout cas, on voit que la proposition pour faire face à cette pandémie, ça a été l'instauration d'outils numériques. Donc, dans le sens d'Uranus, c'est pour nous emmener petit à petit vers cette technologie qui serait à tous les niveaux, on verra tout à l'heure sur les autres temps. Et ensuite, lui, Saturne, pour revenir sur ce penchant-là, lui, pour le coup, euh, il est plus dans le côté restrictif. Uranus, c'est la liberté aussi, et Saturne, c'est les restrictions. Donc, qu'est-ce qu'on a eu finalement? On n'a eu que des restrictions de liberté depuis 2020. Donc, en même temps qu'on a cette mise en place d'outils numériques à des fins qu'on verra plus tard, dans le même temps, on a eu des restrictions pour finalement nous obliger à utiliser ces outils numériques. Donc, c'est ça qui est intéressant. oui, donc finalement, la crise a été un prétexte pour nous habituer à être contrôlés C'est et à ça. être fichés, Bah ouais. voilà, Surveiller, surveillés. traquer, contrôler. Donc, le point commun entre Saturne et Uranus, c'est quand même cette histoire de quand ils se mettent ensemble comme ça, ils sont vraiment dans quelque chose de hyper contrôlant. C'est-à-dire, voilà. euh, alors oui, c'est ça. Il y a un double sens qui est assez subtil, c'est que avec le pass sanitaire, nos élites nous ont dit, grâce à lui, vous allez retrouver justement des libertés. Donc il y a toujours cette promesse de liberté, mais en réalité, en nous faisant promettre des libertés, en réalité, derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est des restrictions. Plus de contrôle et puis l'argument, c'est aussi notre sécurité, notre Oui, oui, protection, oui, tout bien ce que sûr. peut Ouais, ouais. représenter aussi Ouais, ouais, c'était Saturne. assez marrant. Ouais. On va vous sécuriser, on va prendre Mm. soin de vous et donc accepter les contraintes puisqu'elles sont pour le bien de tous. Et ce qui est aussi intéressant, c'est
jeu, même si ce n'est pas un jeu qui est drôle. C'est ce jeu entre les gouvernements n'ont fait que ça, c'est on vous impose des contraintes, donc on a eu, parce qu'il faut se rappeler de tout ce qu'on a eu, hein. Confinement, couvre-feu, distanciation sociale, masque, donc là que des trucs saturniens, hein, quelque chose de très froid, de très impersonnel, où on casse les liens avec les gens, etc. Donc c'est très en relation avec Saturne. Et en fait, il y a l'impression d'avoir quelque chose de très infantilisant. C'est-à-dire, en fonction de la situation, bah voilà, il va falloir serrer la vis, et puis quand ça se détend, ils sont un peu plus souples, etc. Mais en réalité, ils avancent, Mhm. ils ont réussi à instaurer finalement les outils qui voulaient progressivement. Saturne, c'est d'ailleurs la figure du père aussi symboliquement, donc c'est un gouvernement très paternaliste, enfin Autoritaire, voilà, très autoritaire et ouais. paternaliste, très infantilisant comme tu disais, qui infantilise la masse, puisqu'en verso. Et puis qui donne les bons points en fonction de si on se comporte en tant que bon citoyen. Donc là, être bon citoyen, c'était d'être vacciné. Donc là, il y a les bons points. Donc là, vous avez accès à certains services de la société. Et si vous êtes un mauvais citoyen, donc non vacciné pour eux, et ben là, on n'a pas accès à la société. On n'a Donc pas accès aux privilèges, à l'élite voilà, c'est que ça, représente Saturne. exactement. Alors, toi, tu penses que plus l'étau va se resserrer et plus les contestations vont monter. Il semblerait, quand on lit ton article, tu es plutôt optimiste en général. Donc là, Saturne-Uranus, c'est aussi l'art des renversements de situation. D'ailleurs, on en a eu un récemment avec les routiers canadiens, le convoi de la liberté, etc., qui sont finalement un peu des grains de sable qui arrivent, qui sont imprévus par rapport à un plan plus global. Alors, est-ce que tu penses que la balance pour l'instant est équilibrée ou qu'elle penche déjà d'un côté ou de l'autre? Bah, effectivement, bah, c'est une bonne question. Alors, effectivement, Uranus, dans sa symbolique, comme on disait tout à l'heure, il représente la liberté, la fraternité, la révolution, les révoltes, les contestations, la dissidence, la résistance, etc. Donc ça, malgré tout, c'est une facette d'Uranus qui existe. Et puis Saturne, bah, du coup, voilà, on est dans cette image d'autorité, de contrôle. Donc là, en fait, entre Uranus et Saturne, du coup, là aussi, il y a un conflit. C'est-à-dire, il y a une révolte face aux figures qui vont être trop autoritaires. Donc, dans le même temps, les manifestations qui étaient contre le vaccin ARN, pas contre la vaccination de manière générale, mais contre les vaccins ARN ou contre le pass sanitaire, contre la façon dont est géré le pass sanitaire. Là, c'est le côté révolté d'Uranus qui ne supporte pas le fait qu'on lui impose des choses anti-liberté finalement. Donc, il y a les deux. On est encore sur un autre pan, mais finalement, c'est toujours la même logique qui fonctionne en fonction du point de vue sur lequel on se place, si on est du point de vue de ceux qui nous dirigent ou de ceux qui subissent les populations. Donc, effectivement, il y a eu tout le temps ce rapport de force qui existe depuis 2001, parce qu'en fait, depuis le début, il y a eu des réfractaires tout le long, finalement. Et à un moment donné, on peut effectivement se poser la question est-ce que c'est le côté de ce que veulent nous imposer nos élites qui va remporter la bataille, ou est-ce que finalement c'est la population où sa révolte va arriver à aboutir? J'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'à court terme, mais on est sur du court terme, je pense que les populations vont obtenir gain de cause par rapport au gouvernement. Donc là, il va y avoir justement le renversement dont on parle. C'est-à-dire, à un moment donné, c'était plutôt les gouvernements qui obtenaient ce qu'ils voulaient. Là, je pense que ça va être l'inverse, plutôt les populations qui vont obtenir ce qu'ils veulent.
Mais sur le long terme, je pense que ça va se rééquilibrer, qu'il va y avoir de nouveau des rapports de force, que là, il va y avoir encore un gros point d'interrogation pour savoir de quel côté ça va pencher. Donc, comme je le dis avec Saturne-Uranus, quand on croit qu'il y a quelque chose qui se termine, en réalité, en Mm. réalité c'est peut-être le début d'autre chose. Ouais. Non. Euh, C'est la politique de l'outsider, Saturne-Uranus. c'est C'est ça, l'outsider qui arrive et qui sort de nulle part. c'est ça. Mais je trouve qu'en 2021, Saturne semblait quand même prendre le dessus. Alors Mm, qu'en 2022, il me semble que le fait que Uranus et le nœud nord soient dans le même signe va peut-être donner plus de force du côté de la révolte. On sait qu'il va y avoir Uranus-Mars nœud nord mm. conjoint fin juillet, je crois, au début août, fin juillet, début août. On a l'impression qu'en fait, on est en train de basculer plutôt du côté d'Uranus. Alors, bien sûr, tu l'as mentionné, Uranus, c'est pas que la révolte, hein, donc il faut voir aussi si c'est pas vers le tout technologique, virtuel, etc. On en parlera tout à l'heure, les monnaies, les crypto-monnaies, mais on a peut-être, comme tu dis, plus de chance cette année de faire entendre des révoltes et peut-être de ralentir un petit peu justement ce monde en fait qui cherche à émerger, qui a du bon d'ailleurs et du Ah oui, moins oui, bon. bah, Hein, bien mais, sûr. Dans toutes les aspirations de liberté qu'on n'a pas eu jusqu'à présent parce qu'il y a une mainmise du monde financier, du monde bancaire, voilà, qui, à moi, à mon sens, tiennent les peuples en esclavage. Justement, Uranus en taureau, c'est très lié au monde économique, au monde financier, au monde bancaire. Donc peut-être que même les révoltes vont peut-être même se déplacer sur les questions de l'esclavage économique. Donc ça pourrait aller même beaucoup plus loin que ce qu'on pense. C'est possible, mais encore une fois, ça peut être que temporaire. Ce qui est certain et ce qui nous fait espérer quand même de bonnes choses, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a ce type d'imposition, les prises de conscience s'accélèrent aussi dans la population. alors ensuite, tu écris un chapitre sur les avancées technologiques, sur les censures numériques, les cyberattaques informatiques dont on n'entend pas forcément parler d'ailleurs et qui ont eu lieu d'ailleurs toute cette année. Et tu développes un point important, c'est la question avec Saturne en Verseau du contrôle numérique et Uranus en Taureau de nouvelles technologies qui vont être associées au corps. Tu parles même d'expérimentation sur le corps. Est-ce que tu peux expliquer tout ça? Parce que le taureau peut représenter le corps, là, et donc cette implantation de la nanotechnologie dans le corps. Comment tu peux expliquer cette volonté, en fait, d'atteinte au corps? Oui, alors effectivement, le taureau, bon, bah, comme tu viens de le dire, bah, c'est la matière, c'est le physique, c'est le réel tel qu'on le perçoit avec nos sens physiques. Donc évidemment, le taureau, il est très en relation avec le corps physique. Uranus, bah, lui, il est toujours relié à cette notion de progressisme, donc de technologie. Donc finalement, du contrôle du corps par la technologie. Et en fait, ce basculement vers le monde du futur transite par le fait de pouvoir avoir un contrôle sur nos corps. On est toujours dans un sens de contrôle qui devient de plus en plus absolu, notamment du coup avec Saturne-Uranus. D'où le fait que là, on est en train, il y a eu cette cristallisation visible d'aller dans ce sens-là. Et je pense d'ailleurs que s'ils ont autant accentué la volonté d'une vaccination obligatoire mondiale, c'est quand même pas pour des prunes, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu d'autres types de virus, hein, que ce soit grippe ou autre, et on n'a jamais été à ces excès-là. Donc là, pour que ça soit autant martelé de façon massive, mondiale,
etc. C'est que je pense qu'il y a une autre volonté que de simplement soigner la santé des gens, hein. Si on voulait soigner la santé des gens, Véran on n'aurait pas eu 16 000 lits de supprimés, enfin bon, bref, on aurait fait tout à fait autrement. Donc, il y a une volonté, à mon avis, qui est autre. Donc, pour toi, le pass sanitaire, c'est pas une fin en soi. Le pass sanitaire, c'est pas une fin en Ou soi, vaccinal. ou la vaccination de la même façon. En fait, c'est un début. C'est une façon justement d'aller vers ce monde nouveau qui est le contrôle de la technologie, enfin le contrôle de technologie sur tout le vivant. D'ailleurs, on l'a vu dans le même temps, à partir de 2020, il y a commencé à avoir eu le déploiement de la 5G. Donc, à la différence de la 4G, c'est que la 5G, c'est des antennes qui sont plus puissantes, mais avec une plus courte portée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir un quadrillage beaucoup plus fort dans l'environnement. Donc, avec des ondes certainement plus nocives encore que la 4G, parce qu'encore une fois, la puissance est plus élevée. Donc, on voit que ça soit au niveau de nos corps ou même au niveau de l'environnement, il commence à se créer un maillage technologique de plus en plus fort. Mais pour revenir au contrôle du corps, oui, on sait très bien que les vaccins ARN, il y a de la nanotechnologie dedans. On sait qu'il y a du graphène dedans. Le graphène, c'est une matière électromagnétique. Donc, on voit que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une volonté d'une vaccination obligatoire pour commencer à implanter de la technologie dans le corps humain et qui serait couplée justement avec la mise en place d'outils numériques. Donc, en fait, on voit là le monde uranien et le monde Verseau qui est le tout numérique. On a l'impression que le corps en fait humain devient à son tour lui-même une espèce de marchandise qui ne s'appartient plus, qui appartiendrait à une espèce de grand commerce mondial, de la même manière qu'on se rend compte que toutes les questions, par exemple, de propriété privée sont en train de décliner. On avait eu dans le passé Monsanto qui, avec les OGM, avait déjà mis la main sur tout ce qui pouvait représenter le vivant, en fait, qui commençait déjà à privatiser d'une certaine manière le vivant. Est-ce qu'on est en train de privatiser l'humain, là, derrière? Enfin, en tout cas… Bah oui, puisque de toute façon, comment dire, c'est le début de la numérisation du vivant. Et quand on sait que le marché de la big data, donc la big data, c'est toutes les informations numériques qu'on peut émettre à travers tout ce qu'on fait sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, etc. Donc en fait, on devient une donnée à marchander. Exploitable, à marchander, échangeable. Exactement. Et en fait, il y en a beaucoup, tous les experts dans les nouvelles technologies disent que la big data, en fait, c'est le pétrole de demain. Donc, quand on voit ce qu'a représenté le pétrole dans nos sociétés modernes, le fait qu'ils disent que la big data, c'est ça qui va remplacer le pétrole, ça montre à quel point la ressource du big data va être énorme. Et ce big data, qui c'est qui le génère? C'est nous, humains. Donc, en fait, on va être considéré comme une donnée informatique exploitable, marchandable, comme tu le dis. En fait, ce que tu dis, ça fait penser à ce système du panoptique, tu sais, qui était instauré dans les prisons, qui était déjà, en fait, les premiers pas vers cette société de surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on est surveillé sans forcément se rendre compte d'être surveillé. Donc, on va encore, c'est un pas supplémentaire, en fait, dans cette société de surveillance que l'était déjà toute la panoplie du panoptique qui avait été imaginée. Tout à fait. Et puis, comme avec le coronavirus, où on a eu un événement qui a pu déclencher la mise en place d'un pass sanitaire, d'un pass vaccinal ensuite, eh bien, au niveau numérique,
probablement qu'il risque de se servir de ce prétexte sur Internet, il se dit tout et n'importe quoi, même avec le complotisme, voilà, tout un tas de théories. Même Encore une fois, de protection. voilà. Donc, pour protéger face à toutes ces théories qui pourraient mener à des catastrophes énormes, eh bien, finalement, de proposer le fait qu'on ne soit plus du tout anonyme sur Internet. Il y a eu déjà des projets de loi qui vont dans ce sens du non-anonymat sur Internet. Et là, on va exactement dans le même sens d'une sorte de passe numérique ensuite. Et justement, les cyberattaques informatiques, que des hackers puissent voler des données. Toute l'année 2021 n'a été que des fuites de données, des vols de données, des hackings sur des grandes entreprises, même des institutions publiques. Il n'y a pas si longtemps, c'était le ministère de la Justice. Et on voit que ces cyberattaques, potentiellement, elles vont servir le discours de « il faut plus de sécurité encore ». Et ce plus de sécurité passera certainement par le fait, justement, d'être complètement identifiable sur Internet. Il n'y a plus de dialectique au final. Il n'y a plus de la dialectique, et puis on est en train de créer deux sociétés, enfin deux classes de sociétés différentes, c'est-à-dire les marginalisés, les exclus, les bannis qui n'ont pas voulu valider le discours officiel, qui eux seront remis au ban de la société. Alors, c'est notamment qui ont développé des nouvelles formes d'organisation, des alternatives par rapport à ça. Probablement ça va exister. Et puis tous ceux qui se conforment à la doxa, et eux, ils pourront accéder à tous les services, de ce que proposera la société. Donc, c'est même plus grave que ça, parce qu'en fait, là, on est dans une discrimination imposée, et c'est là où ça prend quand même une forme de dictature, finalement. Et oui. Oui. C'est en fait, par rapport à ce qu'on disait sur le panoptique tout à l'heure, ce que je te disais sur le panoptique, dans le panoptique, dans cette espèce de tour, on pouvait voir, par exemple, les prisonniers sans être vus. Ce qui fait que le prisonnier intégrait l'idée qu'il pouvait y avoir quelqu'un en train de le surveiller. Donc, en fait, la surveillance était invisible. Tu vois, et là, c'est un peu la même chose que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de dictature invisible dans laquelle, en fait, on va avoir accès à des services ou pas, mais on ne sait pas, en fait, vraiment où elles se trouvent. On n'est pas dans les grosses dictatures, tu sais, à l'ancienne, où c'est reconnaissable, tu as le mec qui est le dictateur et voilà, qui arrive avec son parti et avec son idéologie. Là, ça reste extrêmement subtil, en fait. C'est enfin subtil, on le voit, mais ça reste quand même, c'est pas dit, ça s'affiche pas tel quel, en fait. Ça s'affiche toujours comme étant une démocratie, puisqu'on a le choix, finalement. On a le choix d'être bon ou mauvais élève, après tout. Alors, dans ce chapitre, tu parles aussi d'un glissement vers le transhumanisme. Quelles pourraient en être les conséquences factuelles de ce glissement ? Il y en a eu beaucoup en réalité en 2021. Il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, notamment sur le plan de l'intelligence artificielle, qui fait très Saturne Verseau d'ailleurs. Elon Musk a parlé de, je ne sais plus comment, Neuralink. Là aussi, ça fait très Saturne Verseau. Où grâce à cette puce dans le cerveau, finalement, on va pouvoir commencer à faire de la télépathie. Par exemple, alors au début, c'est toujours la même chose. C'est pour les handicapés, c'est pour les victimes de la guerre, etc. Pour pouvoir faire accepter la technologie, on va toujours d'abord nous la présenter comme une espèce de miracle sur le plan de la médecine, parce que je sais que par exemple, tu as les puces que tu peux implanter qui permettent aux personnes malades de la maladie Parkinson d'arrêter les tremblements. Tu vas avoir les prothèses pour des personnes qui ont perdu des membres. Donc, évidemment, on ne peut être que pour quand c'est présenté comme ça à la base. Et oui. Donc, évidemment, sur le pan de cette jonction entre le corps et la technologie, là, c'est en plein développement. Donc, effectivement, on peut que être pour. Si c'est pour aider des personnes qui souffrent, on va jamais être contre ça.
Par contre, ensuite, ça va impliquer certainement, là aussi, une nouvelle forme de discrimination, puisque ensuite, ce n'est plus simplement les personnes qui vont être handicapées qui vont vouloir ce type d'amélioration, puisque ça va être des améliorations à partir du moment où on va vous dire, bah, tu peux améliorer ta mémoire en implantant une puce, ça va être des améliorations. Ou si tu peux avoir tout un tas de données comme ça disponibles facilement, on peut imaginer par exemple un impact social. Toi, tu es équipé de la super puce Google qui te donne directement accès à toutes les données, moi non. Forcément, au niveau de l'emploi, tu vas avoir un avantage sur moi. Donc, on peut imaginer que même tous les pans sociétaux, tu vois, de discrimination actuelle vont basculer sur d'autres types de discrimination. C'est que du coup, ces améliorations qui coûteront extrêmement cher, donc tout le monde ne pourra pas y accéder. Et du coup, c'est ceux qui auront, qui vont, comment dire, qui auront les moyens et qui n'auront plus de, comment dire, de morale par rapport au fait de modifier leur corps, qui vont, comment dire, créer une société d'humains supérieurs par rapport à ça. Donc là, nouvelle forme encore de discrimination. Toutes les technologies qui sont développées en ce moment, et il y en a dans les brèves, dans les articles, ouais. Il y en a quand même un paquet. C'est vrai que dans ton article, on a vraiment masse d'informations factuelles pour le coup. Voilà, vraiment des infos qui tombent au jour le jour et que tu récoltes, toi, précieusement. Et c'est ça qui donne ce tableau-là assez incroyable. Et qu'on y va à vitesse, grand V, en fait. Hein. Donc, il y a ça. Il y a aussi, de l'autre côté, au-delà de l'implantation de technologies dans le corps, il y a aussi le fait que il y a l'autre pendant, et les deux se corrèlent. Donc, on se désincarne complètement de notre vie terrestre pour aller justement dans le tout virtuel. Donc, il y a pareil, hein, les PDG des groupes comme Amazon, Google, etc., eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est même de pouvoir transférer l'âme dans l'espace numérique. Et là aussi, il y a plein de technologies en développement qui vont dans ce sens-là. Alors, ça va commencer par des choses moins radicales. Ça commencera par le métaverse. Quand tu me parles d'âme, bon, c'est pas exactement le cas, mais ça me fait penser à ce que tu expliques, que je ne sais plus si ce sont les Chinois ou je ne sais plus qui en fait a fait ça, a créé des doubles virtuels des personnes défuntes pour qu'on puisse rester en contact avec elles. Ouais. Ouais. Donc, il y a aussi, au-delà de l'implantation de la technologie dans le corps, il y a aussi le fait de transplanter nos corps dans le monde virtuel. Alors, en fait, ce qu'on comprend petit à petit, là, au cours de cette discussion, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une période de transition. Tout à l'heure, on parlait de transition de l'ancien monde au nouveau monde, et on a cette impression aussi de transition du monde naturel au monde virtuel. Et je me pose la question, parce que tu parlais de télépathie, tu sais, avec la technologie d'Elon Musk, de chercher à communiquer sans parole, en fait. Une fois qu'Uranus, puisque après le taureau, il sera en gémeaux, hein, une fois qu'Uranus sera en gémeaux, est-ce qu'on ne va pas basculer, en fait, justement, dans ce tout virtuel? Dans ton article, tu parles tu parles de la possibilité d'émettre des publicités dans le ciel. Dans l'espace, on va avoir des encas publicitaires dans l'espace. Alors, est-ce qu'on va être, par exemple, bientôt, je sais pas moi, Coca ascendant Nike ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que, enfin, on passe vraiment d'un monde, naturel à un monde virtuel. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Saturne au carré d'Uranus, Saturne, c'est les limites. Uranus, c'est le dépassement des limites. Donc, avec Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, avec leur carré, il y a le dépassement de toutes les limites physiques.
Donc, ça amène à ce qu'on ait eu quand même comment dire, des percées au niveau spatial. Il y en a eu, là aussi, 2020, 2021, il y en a eu beaucoup. On a eu quand même les premiers touristes civils qui ont fait un petit tour dans l'espace. Voilà, il y a ces idées de commencer à mettre des encarts publicitaires dans l'espace. Et puis même, il y a eu aussi tout un tas d'avancées. Il y a eu le télescope James Webb là, qui a été mis en orbite pour observer des choses dans l'univers encore plus lointaines que ce qu'on avait déjà vu. Alors, Uranus, c'est aussi, à mon sens, c'est aussi l'espace, hein. Toutes les nouvelles technologies, l'aviation, l'aéronautique, l'aérospatiale, c'est très relié à Uranus. Alors, en fait, dans cette bascule du monde naturel vers le monde virtuel, finalement, on comprend petit à petit que tout ce qui est mis en place, et justement, ce sont des supports pour cette bascule. Par exemple, les crypto-monnaies dont tu parles, les NFT, les métaverses, c'est finalement les supports et les modalités de ce nouveau monde. Est-ce que tu pourrais rappeler pour ceux qui ne savent pas trop ce que ce sont les NFT, les métaverses, les crypto-monnaies? Je pense que tout le monde est au courant, mais… Alors, ouais, effectivement. Alors, les NFT, c'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, ça a pris une ampleur considérable en 2021, donc au moment de Saturne au carré d'Uranus, comme par hasard. Donc, les NFT, en fait, c'est la possibilité de créer des objets numériques uniques avec une valeur qui dépend de l'offre et de la demande. Exactement comme des œuvres d'art. Voilà, il y a des œuvres d'art qui vont être à tant d'exemplaires, qui vont être uniques. En fonction de la demande et de l'offre, voilà, il va y avoir un prix. Là, maintenant, on va pouvoir le faire avec des objets numériques, et exclusivement numériques. Donc, Oui, des ça objets… nous paraît complètement Oui, bizarre parce qu'en fait, le numérique est justement ce qui permet de dupliquer à l'infini. On fait des copier-coller, on fait des envois, on transfère. Et donc là, en fait, on va créer des objets uniques. Enfin, on a créé déjà des objets uniques, mais qui sont numériques. Donc, numériques. ils possèdent un code. Comment ça fonctionne? Parce que ce qui possède un code, un cryptage qui… C'est ça. ouais. Bah, c'est un cryptage avec comme un certificat qui dit en fait que voilà, cet objet il est unique, ça marche grâce à la technologie de la blockchain qui permet cette cryptographie. Et du coup, cet objet ne peut plus être copié, il ne peut être que monnayé, échangé, donc il est complètement sécurisé et protégé. Là aussi, on voit qu'on recloisonne, qu'on rend plus la chose gratuite, illimitée, etc. On remarchandise encore une fois même l'espace numérique, et d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc ça va amener évidemment tout un tas d'applications diverses et variées, hein. C'est-à-dire voilà, peut-être même que les NFT peuvent même devenir une monnaie d'échange au sein de l'espace numérique. Donc on va s'échanger des pixels contre d'autres pixels. Ça, c'est assez marrant. Donc on recrée, on resimule finalement ce qui était dans les modus operandi du monde physique dans le monde virtuel. Donc en fait, dans le monde virtuel, on va vouloir recréer de la rareté pour créer de la spéculation, de la valeur, etc. Alors qu'en fait, ça sort du néant. L'avantage que ça a, c'est que par contre, ça valorise tous les créateurs de contenu numérique, où là, il y avait une espèce aussi de… Ceux qui créent du contenu digital étaient dévalorisés par Oui. rapport à ceux qui créent du contenu dans le physique. Et en fait, voilà, comme c'était digital, on n'avait aucune appréciation de la chose. Là, ça va pouvoir revaloriser des créateurs digitaux, et ce qui peut amener d'ailleurs à un nouvel essor du point de vue d'ailleurs artistique. Là aussi, on est dans quelque chose de très Uranus Centauro pour le coup. Donc, on risque aussi d'avoir des surprises qui sont intéressantes, une nouvelle créativité qui va certainement émerger, mais bon, avec son corollaire, du coup, de déviance possible dans le fait que ça soit complètement numérique et que du coup, on délaisse même un peu le monde physique au profit de ce monde virtuel. Et les métaverses? Et bah, les métaverses, bah, c'est carrément des écosystèmes
qui inclut justement des NFT, des crypto-monnaies, donc des monnaies d'échange numériques. Donc des univers virtuels avec réalité virtuelle, réalité augmentée. Et c'est là on bascule sur le meilleur des mondes, avec ce cinéma dans le meilleur des mondes où on tactile, où on peut, Toucher les objets virtuels. où les sens en fait sont mis en action. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on est complètement immergé dans un monde en 3D virtuel et qu'on ressentirait comme dans le monde réel. Donc là, il y a une substitution au monde physique au profit du monde virtuel. Donc là, on est complètement dans la bascule d'Uranus, puisque Uranus représente un peu cette virtualité totale. Et donc, voilà, là, Facebook a annoncé son métaverse. Du coup, il y a eu tout un tas d'autres entreprises qui étaient déjà sur le créneau qui ont eu plus de visibilité. Là aussi, ça s'est fait en 2021, au moment du Saturn Carrière Uranus. C'est pas un hasard pour montrer cette transition vers ce tout virtuel, du monde physique. Voilà, on est complètement dans la jonction là. Donc, ça ne risque que d'être exponentiel, effectivement, avec Uranus en Gémeaux ensuite derrière et surtout Pluton en Verseau début 2023. Là, les deux, c'est clair que ça risque d'amplifier et d'accentuer tout ce qu'on vient de dire par rapport au numérique, à la technologie, au virtuel, même, pourquoi pas, des engins volants. Là, je pense qu'on va... Là aussi, en termes de percée technologique, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le début de commercialisation, je crois que c'était au Japon, de premières voitures volantes, hélicoptères individuels, etc. Donc finalement, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'on est vraiment dans cet enjeu-là de cette bascule vers le virtuel, vers le tout virtuel. En ce moment, c'est finalement ça qui se joue beaucoup plus, alors qu'on nous parle de Covid toute la journée, de situations sanitaires, les enjeux sont bien plus importants. Bah, c'est vrai que dans le même temps, du coup, sur ce pan-là, ça avance comme jamais. Également au niveau des crypto-monnaies, donc là, c'est assez intéressant. Donc, crypto-monnaie, pour moi, c'est très aussi en relation avec Uranus en taureau. Uranus en taureau, puisqu'on sait que le taureau, on le rattache à l'argent, aux ressources, à la monnaie. Uranus, donc tout ce qui va être de type technologie. En fait, les crypto-monnaies ne peuvent être créées que via la technologie. Donc, Uranus en taureau est très en rapport avec la crypto-monnaie et ses fluctuations d'ailleurs. Mais là, avec les crypto-monnaies, on passe dans le numérique intégral, c'est-à-dire plus du tout de monnaie papier. Et là aussi, encore une fois, on nous propose ça comme une avancée, parce que du coup, on n'a plus un strabaler de la monnaie physique. Et en réalité, ça va être un moyen de contrôle accru, puisque la monnaie papier ne passe pas à travers ce n'est pas traçable. Si je dépense, je ne sais pas, cet équivalent de 20 € numériques en crypto-monnaie, par exemple, pour acheter un paquet de cigarettes au hasard, ça sera. Et à partir du moment où ça se sait, on peut imaginer que la compagnie d'assurance va dire, ah bah tiens, cette personne-là, par exemple, fume, donc on va lui donner tant de points en moins, elle va donc payer plus cher son assurance. Enfin voilà. Donc à partir du moment où c'est traçable, on retombe toujours sur ce système de bons points, de mauvais points, de contrôle, de contrôle qui permet ces bons points et ces mauvais points et cet accès ou pas à certains privilèges qui pourraient même aller jusqu'à la capacité à entrer sur son propre compte et à récupérer de l'argent pour payer avec, quoi. Et même de bloquer les comptes. Oui. Et là, s'ils bloquent nos comptes, on n'a même plus d'argent physique pour pouvoir s'en sortir. Donc, oui, parce que les magasins ne les accepteront plus, puisque ça n'existera plus. Donc, en fait, on n'a pas de moyen de récupérer. On n'a plus de contrôle, en fait, sur ce compte-là. Ouais. Donc, pour revenir à cette question du tout virtuel, puisqu'on sent bien quand même que c'est ce qui se joue, c'est-à-dire cette bascule presque même économique et je dirais même
plus qu'économique, parce que en fait, on peut imaginer qu'il y a carrément un transfert de la vie naturelle dans la vie virtuelle. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une période où on nous parle beaucoup de climat et où il faut faire attention. Le diesel, c'est pas bon. Voilà, on va là, c'est pareil. Hein, on peut avoir en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu des malus, des bonus selon le type d'énergie qu'on va utiliser. Et quand on regarde ce tout virtuel, en fait, c'est énormément d'énergie qu'il nous faut pour le faire fonctionner, que ce soit les crypto-monnaies, les métaverses, les NFT, enfin tout ça, ça veut dire énormément, énormément de ressources énergétiques. Bah, c'est toute l'absurdité ouais, de la chose, c'est que pour créer finalement tout cet univers virtuel, finalement, ça va demander des ressources matérielles. Et c'est drôle puisque on crée justement ces mondes virtuels pour se substituer au monde matériel. Donc là, il y a un non-sens qui ne peut que aboutir, à mon sens, à un moment donné, à un crash en fait de ce monde virtuel. Voilà. Là, ça, c'est sur le très long terme. Mais je pense que ça va être le serpent qui se mord la queue à un moment donné et que ça ne sera pas tenable en réalité. Créer un monde virtuel sur illimité, par définition, et qui se base sur des ressources terrestres limitées, à un moment donné, il va y avoir un petit problème. Alors après, on a la Chine qui crée son soleil. On voit que de toute façon, la création de ressources et d'énergie, c'est quand même un pôle important, justement, pour cette raison-là. Bah oui, c'est-à-dire que on va devoir développer des technologies qui vont permettre de pouvoir alimenter justement toute cette création d'écosystèmes numériques et virtuels. Alors, ça prête à sourire quand on entend, quand on lit ton article, on entend qu'un milliardaire achète un yacht virtuel, justement. On a cet homme qui achète, je crois, un terrain aussi virtuel pour des sommes astronomiques, 600 et quelques mille dollars. Donc, alors c'est vrai que sur le moment, on se dit, bon, bah, il y a des gens un peu loufoques sur cette planète qui sont prêts à tout, qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais au vu de ce qu'on vient de raconter, en fait, ce qui nous prête à sourire, ben, c'est peut-être aussi cette méconnaissance en fait de ce qui est en train de se dérouler, parce que finalement, ce monde virtuel qui est en train d'émerger et dans lequel tu disais tout à l'heure qu'on reproduit un peu, on va avoir l'objet rare, l'objet breveté, etc. Donc finalement, investir, ces gens qui investissent dans le virtuel pour l'instant, sont des personnes qui peut-être anticipent déjà ce monde-là. Et quand nous, on en rit, peut-être que pour accéder à tel immeuble virtuellement ou à telle boutique virtuellement, on va devoir payer un droit d'entrée à cette personne qui a acheté par exemple le terrain et qui a installé son commerce sur ce terrain-là. Donc, c'est peut-être des possibles droits d'entrée après aussi dans ce monde virtuel, non? Bah, c'est ça, on recrée ce qui se passait dans le monde réel, donc avec tout ce qui va concerner les achats de propriétés virtuelles qu'on va pouvoir louer, qu'on va pouvoir spéculer, qu'on va pouvoir vendre, acheter, etc. Donc, on va recréer exactement la même chose qu'on a fait dans le réel. Mmh. Ouais, parce que Euh, je trouve que vraiment, cette glissade, elle a lieu à tous les niveaux, parce que je pense comme ça à des choses, c'est anodin, mais quand on a ces avatars, par exemple, qui nous représentent, mais qui sont finalement déjà notre double virtuel qui pourra entrer en action dans ce monde virtuel qui arrive. ouais, ouais, On nous habitue vraiment petit à petit. Ah oui, oui. Mm. Mais là où c'est de moins en moins petit à petit, c'est que là, ça y est, euh, ils- comment dire, ceux qui créent ces mondes-là sont en train vraiment c'est maintenant qu'ils sont en train de se construire et de se réaliser. Donc effectivement, là, il y a des personnes qui anticipent ce monde du futur qui est en train d'émerger, parce que là, il est embryonnaire. Mais, et donc, comme tous ceux
tous ceux qui se positionnent sur les promesses de ce monde du futur, potentiellement, c'est eux qui vont être les maîtres en fait du monde du futur, du coup. Donc effectivement, là, le milliardaire qui achète un terrain virtuel dans le métaverse, lui, il voit comme un nouvel investissement sur lequel il va pouvoir rapporter énormément, puisque dans ces métaverses, c'est comme dans la réalité, il va y avoir des espaces, des quartiers qui vont être des quartiers commerciaux, à laquelle il va y avoir des endroits qui sont plus cotés que d'autres, où il va y avoir plus de visibilité que d'autres. Donc par exemple, euh, le milliardaire qui achète des immeubles virtuels, il peut se dire, je vais pouvoir ensuite le louer à Nike, qui va vendre des chaussures virtuelles et qui a besoin d'une visibilité dans ce métavers parce que c'est le quartier dans le métavers. Et en fait, comme dans le monde réel. D'où l'importance des NFT, D'où qui l'importance de la sont en NFT. fait la C'est privatisation du c'est ça. virtuel. C'est Ouais. ça. Mhm. Donc là, voilà, Nike, lui, il a race voilà, donc on pourra avec son avatar rentrer dans la boutique Nike en ligne pour acheter des Nike virtuels pour son avatar et tout. Et voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a même un commerce Ah bah, ça sera que de ça. du vêtement, de la Tout, chaussure, tout, déjà, hein, qui tout, sont tout. déjà en train d'être pensés pour les avatars. Je crois tu parles d'une paire de Ouais, ouais, chaussures Nike. ouais, c'est Ouais. ça. Mhm. Et donc, voilà, on recrée dans le virtuel vraiment ce qui se passait dans le monde réel. Mais en fait, on a déjà vu le basculement, en fait, il a été rendu plus visible avec les confinements, où du coup, tout le monde s'est servi des vidéos, des zooms, le commerce en ligne, etc., ont explosé, hein, d'ailleurs, au moment où on a une inflation énorme et en fait une économie qui s'effondre. Les géants du numérique ont fait des profits comme jamais ils en ont fait. Mhm. Et là, ça, c'est le reflet, là aussi, de la bascule entre le monde réel qui a du mal à créer de l'économie et le monde virtuel, lui, qui explose en termes de profit. Donc là, c'est déjà une prémisse que là, c'est en train de basculer, on est en train de basculer de l'autre côté. Il va y avoir un chômage qui est énorme pour comment dire, des activités physiques. Par contre, il va y avoir un emploi qui va devenir de plus en plus croissant dans le monde numérique. Là aussi, bon, c'est un transfert à tous les niveaux finalement, hein, Mhm. économique, au niveau de nos professions, etc. Et d'ailleurs, même dans ces métaverses, on pourra aller au cinéma pour aller voir les films dans le métaverse, on pourra aller voir les concerts dans le métaverse, parce qu'on ne pourra plus les faire dans le physique. C'est pour ça que le Covid, enfin tout ce qui était autour du Covid, on voit qu'est-ce que ça a accéléré. Et finalement, ça a aussi accéléré ce basculement vers le tout virtuel. Mhm. Oui, on a même les réunions déjà, ça se fait déjà, hein, les réunions professionnelles qui se font avec je ne sais plus quel casque, qui donne Oui, vraiment oui, oui, le oui. sentiment en fait que la personne avec laquelle on discute est là à côté. Et malgré tout, on voit qu'il y a une partie de la population, donc là, qui représenterait un peu plus Saturne, qui, elle, parce que là, c'est pas comme si tout le monde admettait ce monde du Non, futur, hein. non, 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 On est bien d'accord, sûr. on n'en Ouais, fait ouais. pas. Mm. Il y a tout le pôle enfin, toute la partie de la population qui, elle, justement, risque à un moment donné de dire non, en fait, à ce monde virtuel et de dire il faut être plus dans le physique, recréer de la valeur, recréer des liens physiques, etc. Donc là aussi, il va quand même y avoir une lutte et un rapport de force finalement entre les Mm. gens finalement, qui veulent une vie, la vie d'avant normale avec des liens physiques et tous ceux qui vont vouloir justement basculer dans le monde Mhm. virtuel. Et là, justement, Uranus en taureau et Saturne en verso, si on a envie de les voir un petit peu d'une autre manière que ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça pourrait être aussi, je développe mon autonomie, je développe mon indépendance, Tout à donc le fait. travail indépendant, mon indépendance au niveau des ressources aussi, au niveau de la nourriture, par exemple. Oui. Donc ça, on peut penser aussi que c'est l'autre voie, en fait, qui peut être envisagée par une partie de la population. Oui, ça, j'en parle dans mon premier article que j'avais publié fin juin 2021. Donc ça, c'est tout l'autre pendant de Saturne en Verseau, carré Uranus en Taureau, effectivement, qui est l'émancipation, en fait. Euh,
et la voie de l'indépendance, de l'autonomie, de la souveraineté. Oui, c'était déjà le cas avec les planètes en Capricorne en 2020, qui, d'un côté, on avait le Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, avec cette imposition, cette force en fait qui s'abattait sur nous, ce monde imposé, ces restrictions à un niveau planétaire, etc. Et puis de l'autre, pour échapper à cette chape de plomb contre laquelle de toute façon on était absolument impuissant, il y avait je reprends mon pouvoir, parce que le Capricorne c'est je fais les choses seul aussi, je reprends mon pouvoir, je fais avec moi-même, quoi. J'essaye de me débrouiller par moi-même, je deviens mon propre maître, je récupère mon pouvoir et je me détache en fait de tout ce de tous les liens en fait dont je suis l'esclave finalement. Voilà. Alors, on a parlé des crypto-monnaies, des métaverses, des NFT, enfin tout ce qui finalement représentait un peu les modalités de ce monde émergent. Mais tu as ensuite une autre partie qui s'appelle, je crois, un monde divisé, c'est ça, où tu soulignes en fait qu'il y a deux mondes qui s'affrontent, un monde plus conservateur et souverainiste contre un monde plus progressiste, plus néolibéral. Et ces deux mondes ne partagent pas les mêmes valeurs. Et dans ce carré Saturne-Uranus sont aussi des valeurs différentes qui s'affrontent et qui sont elles aussi une modalité en fait de ce monde émergent. Alors pour que ce nouveau monde s'installe, il faut peut-être aussi véhiculer certaines valeurs, en détruire d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que dans ces deux forces opposées, bah, Saturne et au carré d'Uranus représentent vraiment cet archétype de ces deux forces opposées. C'est-à-dire, comme on l'avait dit au départ, Saturne plus sur des valeurs passéistes, traditionnelles, comment dire, souverainistes, patriotes, etc. Voilà, voilà, on est pour la nation, donc dans une structure qui est, euh, qui a ses limitations, avec aussi d'un point de vue des valeurs morales. Voilà. Et on pourrait dire presque souverainiste aussi, dans la mesure où ce qu'on disait juste précédemment, c'était que l'une des voies en tant qu'individu pouvait être justement l'autonomie, l'indépendance. On pourrait calquer ça aussi au niveau d'un pays. Bah, carrément. Mm. Carrément, c'est-à-dire des nations qui sont émancipées d'un système qui serait plus mondialisé et qui vraiment met en exergue ces particularismes finalement, et voilà, qui peut aussi parfois, il y a des dérives possibles, ça serait vraiment de se replier sur soi, de se couper du monde et de faire sa petite tambouille en étant complètement à l'écart de comment le monde évolue. Ça peut être aussi une forme de protection pour ne pas être envahi peut-être par d'autres valeurs qui vont pas être les siennes. Donc Saturne, ça représente plutôt ça, alors que Uranus, bah, lui, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire le progressisme intégral, donc là, dans le dépassement de toutes les limites, pour le coup. Donc, toutes les valeurs saturniennes qui étaient bien établies, qui ont constitué un vivre ensemble avec un certain ordre, etc., lui, Uranus, il va vouloir balayer vers le nouveau, en fait. D'où le progressisme. Là aussi, avec les déviances, de partir dans tous les sens et du coup, de balayer totalement tout ce qui faisait un monde bien structuré, bien normé. Voilà. Donc là, on est encore dans ce conflit finalement entre monde d'après et monde d'avant. Mais là, le conflit va plus se répercuter en termes d'idéologie et on va le caricaturer en deux forces, les forces effectivement conservatrices et les forces progressistes, mondialistes. Et voilà. Et donc là, effectivement, on a des pays qui vont être plus
saturniens, d'autres pays qui vont être plus uraniens. Et donc, au niveau mondial, ça va créer un espèce de confrontation et de conflit. Au sein même des pays, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir des élites gouvernementales qui veulent aller dans le sens uranien, dans le sens du progressisme, du mondialisme, etc. Et des populations qui, elles, vont prendre ce progressisme et ce mondialisme comme un danger et donc vont vouloir se réfugier finalement dans les valeurs plus saturniennes. Et là, il peut aussi y avoir un conflit entre les populations et finalement les élites. Et tu penses que les médias ont choisi leur camp dans cet affrontement des valeurs? Parce que si on prend quelques exemples, par exemple la cancel culture, dont on parle beaucoup, et puis même par exemple des choix, alors là je pense plus au gouvernement, plus aux médias, mais par exemple des choix comme le fait de faire voter une loi qui permette à un seul des deux parents de donner l'autorisation, par exemple, pour que son enfant soit vacciné, c'est aussi des choix en fait qui viennent encore une fois diviser, hein, parce que la division, en fait, le schisme, hein, on le retrouve finalement à différents niveaux. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, alors ces valeurs qui seraient plutôt des valeurs du coup progressistes? Qu'est-ce que tu penses que les médias ont choisi leur camp sur ce plan-là? Ah bah, de toute façon, pour moi, les médias sont le relais du pouvoir. Donc, à partir du moment où un gouvernement ou un pouvoir va dans un sens, les médias n'en sont que le relais. Donc là, on parle des médias mainstream. Des médias mainstream, ouais, Ouais. évidemment. Mhm. Bah, oui, oui, pas les médias alternatifs, pas les médias indépendants. Médias alternatifs et indépendants qui sont de toute façon censurés par ces médias mainstream. Donc, on voit qu'il y a une guerre de l'information. Et tu penses qu'il y a une tentative de fracturer les valeurs fondamentales existantes pour détruire tout lien fort qui empêcherait justement ce monde d'émerger? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une menace d'être regroupé, d'être en lien? Tu vois, finalement, en quoi les valeurs traditionnelles elles vont constituer des menaces pour ce nouveau monde? Bah, dans ce nouveau monde, pour avoir justement ce contrôle dont on parle depuis le départ, finalement, il faut qu'il y ait des individus qui soient complètement déstructurés. Donc là, on revoit Uranus au carré de Saturne. Uranus, en fait, qui combat Saturne. Saturne qui résiste à Uranus. Et on les déstructure en détruisant finalement ce qui est le socle de leur identité. Donc, le socle des identités, c'est quoi? C'est ses racines, son histoire, son vécu, son passé, sa culture. D'où l'importance de la cancel D'où culture. la cancel culture qui va détruire en fait tout ça. C'est aussi l'identité biologique, donc l'identité de genre par rapport à la théorie du genre. Finalement, il n'y a plus de question de diversité de population. Uranus parle aussi de la différence pour le coup. Eh oui. C'est ça qui est intéressant. Il parle à la fois d'être un individu, d'être différent, d'être dans sa spécificité, mais il parle, mais dans sa dérive, c'est aussi l'uniformisation. Oui. Et Uranus-Saturne vont dans le même sens à ce niveau-là. C'est ce que je comprends depuis le début, en fait, c'est que, bon, on parle souvent de la volonté d'imposer un gouvernement mondial, mais on a l'impression qu'on veut mondialiser l'être humain aussi, c'est-à-dire vraiment aplanir toutes les différences. C'est ça. Ouais. Dans le but de quoi? Bon, bah, déjà qu'ils soient complètement déstructurés, donc plus facilement contrôlables, et en fait de faire de nous des robots complètement indifférenciés finalement. Et là, Avec le masque. voilà, avec Ouais. le masque, on ne sait plus qui. Enfin, tout le monde est tout le monde finalement. Donc, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de. Tout devient neutre, uniforme, conforme, comme si nous étions simplement des numéros de série, comme des robots. D'accord. Donc, il y a une volonté d'abord de division au sein des peuples, au sein des familles, enfin, on peut le prendre à tous les niveaux, et pour pouvoir
Ensuite, ne plus avoir de lien, ne plus entretenir de lien, même par exemple le télétravail, c'est aussi une manière de ne plus être en lien avec ton collègue de travail, donc de ne plus avoir d'échanges, de ne plus avoir justement cette diversité comme ça au quotidien. Donc, Toute la gestion sanitaire a été dans le sens de cette dépersonnalisation. ouais. Masque, distanciation sociale, jauge. Pourquoi nos enfants continuent même à la récréation, etc. En fait, dès le berceau, on va inculquer cette idée que nous sommes des numéros de série et pas des individus avec ces spécificités. Et la destruction de la cellule familiale qui a déjà été opérée bien avant, Oui. là, du coup, elle a pris une accélération massive en disant, voilà, garçons, filles, non, tout ça, ne sont que des conditionnements culturels. Le biologique n'a rien à voir avec tout ça. Alors, Après, ce sont des questions qui ont déjà été discutées depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, la question vaut la peine d'être posée, hein, celle du conditionnement de l'éducation, Simone de Beauvoir en a parlé, mais bien d'autres en ont parlé en fait. Mais c'est la volonté en fait de récupération de cette pensée qui est problématique, plus que le questionnement en fait oui. sur le conditionnement de l'éducation. Les questionnements sont toujours importants. Le problème, c'est que les réponses par rapport à ces questionnements sont toujours récupérées pour aller dans le sens de la déstructuration d'une nation, d'une cellule familiale et de l'individu en dernière instance. Et on sait que ce qui fait une civilisation, le premier microcosme d'une civilisation, c'est le foyer, c'est la famille. Donc si on détruit ça, on détruit en fait le cœur de la civilisation. Et voilà, la distanciation sociale, le masque, etc., au sein même des familles, les divisions au sein même des familles par rapport à la vaccination, etc., n'ont fait qu'accélérer le processus de l'individualisme, voilà, où chacun fait ce qu'il veut, où la famille est une entrave, le couple est une entrave. Voilà, ça, c'est déjà des courants qui ont été, qui nous traversent depuis longtemps, mais là, il y a une accélération par le fait que on supprime une histoire, des vécus, on supprime des identités biologiques, on met des mesures qui nous dépersonnalisent, qui coupent les liens, parce que finalement, sous le masque, euh, c'est homme, femme, finalement, c'est plus sous le masque d'une certaine manière, symboliquement parlant. Et puis, il y a plus tout ce qui fait l'humain, le sourire, Plus le d'émotions, lien, voilà, ouais, l'émotion, exactement, l'émotion. Ouais, ouais. Donc la division, elle est à toutes les échelles, entre des empires, au sein même de nations, au sein même des familles et du coup au sein même de l'individu. D'où le fait que nous pouvons être en totale perte de repères. Cette fracture entre deux mondes semble aussi se renforcer dans des pays comme les États-Unis, qui est un bon exemple des deux blocs, avec un État plus profond qui va être représenté par les démocrates et d'un État plus conservateur qui était récemment dirigé par Trump. On peut voir d'ailleurs que ces deux mondes ont géré complètement différemment la crise du Covid, avec beaucoup moins de restrictions dans des États républicains, la Floride, le Texas, etc., que dans les États démocrates, New York, la Californie, tout ça. Est-ce que c'est justement représentatif de ces valeurs dont on parlait qui s'affrontent? Bah ouais, exactement. Alors après, chez les républicains, il y avait aussi euh, tout un tas de monde qui faisait partie de l'État profond comme les démocrates. Pour le coup, Trump, c'était un peu une sorte d'électron libre par rapport aux républicains eux-mêmes. Donc ça, il faut quand même le préciser, c'est que généralement dans les pays qui sont très progressistes, très mondialistes, et généralement les deux pôles gauche-droite sont souvent, comment dire, des membres de l'État profond. Du coup, pour répondre à ta question, bah, effectivement, on voit que ceux
qui penchaient vers plus certaines valeurs idéologiques ont plus été réticents justement à imposer certaines restrictions au niveau sanitaire. Par exemple, ceux qui seraient plus de l'idéologie saturnienne pour le coup, donc plus conservateurs, plus républicains, peut-être un peu plus de droite pour le coup, mais surtout les républicains de type, surtout Trump, et pas les républicains de type Bush, en fait, pour faire une petite dissociation. Et effectivement, dans ces États-là, bah, c'était beaucoup plus... Alors, c'est marrant parce qu'ils sont dans une idéologie saturnienne et c'est eux qui ont été les moins restrictifs et les plus libres. À l'inverse, les démocrates qui sont sous l'idéologie uranienne, donc les États démocrates, Californie, New York, euh, eux sont censés être plus libertaires. Hein. En réalité, c'est eux qui ont été le plus restrictifs. Et on a vu ça quasiment dans tous les pays. C'est-à-dire que les pays très progressistes, en Europe, France, Australie, ça a été hyper restrictif, Canada, idem. Et dans les pays qui le sont moins, bah, c'était beaucoup plus souple. Donc oui, il y a une corrélation directe finalement dans la façon dont a été géré finalement le Covid. Ça dit si le pays il est dans un sens progressiste ou non. D'accord. Et est-ce qu'on peut penser que la France suit le même modèle? Ah bah la France, la France, oui, ne fait que avec avec quasiment tout le spectre politique, de gauche comme à droite, suit cette logique progressiste, mondialiste, cancel culture, théorie du genre, néolibérale, donne une leçon de la démocratie dans le reste du monde, mais chez elle, qui est très autoritaire. Donc oui, elle est complètement dans cette idéologie progressiste. Et là, on arrive bientôt aux élections présidentielles en France. Est-ce que tu vois se dessiner aussi cette fracture, ce côté plus conservateur et ce côté plus progressiste? De quelle manière, en fait, il est représenté là? Bah, ce qui est intéressant de voir, c'est que, au-delà de ce que peuvent raconter les sondages, euh, les populations ont plus du coup basculé vers les mouvements de droite, même voire de ce qu'on appelle l'extrême droite, qui est incarné par Marine Le Pen et Zemmour. En réalité, c'est eux pas qui sont les plus populaires, mais qui récupèrent une grosse partie de la population. Donc là, on voit que il y a une résistance, ça montre en fait la résistance face à ce mondialisme et ce progressisme qui serait représenté un peu plus par Macron, Pécresse ou même des Jadot ou des Taubira. Voilà. Donc, c'est le reflet de cette fracture. Effectivement, le fait que, par exemple, une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour soit très popularisé, très mis en avant. Donc, on a l'impression, à t'entendre, que finalement, ce qui se jouait pendant des décennies au niveau des élections, en termes, par exemple, de social ou d'un monde plus centré sur le libre-échange, etc. Là, en fait, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs qui s'affrontent dans ces élections. Non, non, Hmm. non, effectivement, ouais, on est dans cette confrontation et effectivement ultralibérale, néolibérale, face à une force plus nationaliste, en fait, donc plus locale, pour la France, donc plus Made in France, éventuellement fermer les frontières et redonner de la puissance économique au pays en justement, au lieu d'aller dans une sens de délocalisation à l'extérieur, plutôt de relocalisation, etc. Mhm. Et c'est pour ça que le rapport de force est en réalité extrêmement tendu, puisque l'État profond français qui veut continuer à maintenir son pouvoir, qui est dans ce sens du libéralisme, il va quand même avoir des réticences à ce que des partis qui n'iraient pas dans ce sens-là puissent accéder au pouvoir.
Et donc, par rapport à ce climat qui est extrêmement tendu entre ces deux forces, on voit d'ailleurs que le pouvoir en place diabolise systématiquement les autres partis qui seraient qui seraient plutôt dans l'idéologie traditionnaliste, etc. En les considérant comme vraiment des fascistes, des diviseurs de haine, des complotistes, des antisémites, tout ce qu'on veut. Mhm. Donc on voit que... Après, tout dépend des candidats, mais par exemple, il y en a certains qui cherchent réellement en fait à diviser une partie de la population en stigmatisant une autre. Donc, c'est pas non plus Ah bah c'est pas forcément une tout. diabolisation inventée non plus, quoi, Ah bah, imaginaire. Il y a... en réalité, après que... Bah, ça dépend. Parce qu'en réalité, si. C'est-à-dire, il peut très bien y avoir, par exemple, Éric Zemmour, qui, effectivement, peut se mettre un vernis patriotique, nationaliste, etc., donc qui est dans dans cette mouvance plus saturnienne, qui va être diabolisé parce qu'il est dans cette dynamique-là. C'est pas pour autant que lui-même peut faire aussi des amalgames, des stigmatisations, des diabolisations par rapport à d'autres personnes. Mhm. Donc c'est ça qui est complexe, mais d'une manière générale, le pouvoir en place, dès qu'il va y avoir une voix dissonante par rapport à son discours, elle sera diabolisée. Je ne prends pas l'exemple, par exemple, d'un Éric Zemmour, je prends comment ont été traités les non-vaccinés, comment sont traités les gens qui sont dans le convoi de la liberté. Ils sont traités, ils sont diabolisés et ils sont toujours traités de la même manière. Donc après que ces mouvements-là ont aient tort ou raison sur des choses, là n'est pas la question. C'est que dès qu'il y a cette mouvance plus saturnienne d'une certaine manière, paf, elle va avoir le sceau diabolique de l'idéologie iranienne. Mhm. Donc, bah, écoute, là, on a fait un peu le tour sur ton article. On n'est pas rentré dans tous les détails. Je vous invite vraiment à lire cet article parce qu'il est extrêmement riche et il nous faudrait des heures pour le débriefer. Mais c'est pour vous donner envie déjà de le lire et puis parce que je pense qu'il y a vraiment des enjeux importants qui se jouent, même si on n'est plus dans ce carré Saturne-Uranus, bien qu'il va se reproduire sur la fin de l'année vers le mois d'octobre. Plus ou moins, donc pas, je crois, à la minute près, mais enfin, il sera quand même assez effectif. Donc, on a encore un épisode à venir. Mais ce qui était intéressant, justement, c'est de voir les enjeux de ce carré Saturne-Uranus, ce qu'il a pu apporter et ce qui continue finalement à faire bouger comme ligne. Donc, pour terminer, je voulais te parler d'un écrivain qui s'appelle Yuval Harari, qui est connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle Sapiens, qui a écrit aussi 21 leçons pour le 21e siècle et qui parle du revenu universel et qui dit que ce revenu universel est indispensable dans un monde où l'intelligence artificielle va remplacer quasiment tous les emplois. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il va falloir ponctionner finalement l'argent à ceux qui s'enrichissent avec l'intelligence artificielle et le redistribuer. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que pour lui, finalement, le transhumanisme, c'est une évolution, tu vois, logique en fait de l'homme à laquelle il faut s'adapter parce que si on ne s'y adapte pas, ben, en fait, on est hors jeu, on a perdu d'avance. Donc, je crois qu'il compare ça à la société japonaise qui, à un moment donné, bon, bah, est obligée de se plier à l'économie mondiale. Je veux dire, les samouraïs, enfin, ils peuvent plus rien combattre alors qu'ils ont en face des armes chimiques ou des armes voilà, importantes. Donc, à un moment donné, pour qu'une société survive ou pour que l'homme survive, ça ferait partie de l'évolution carrément humaine que de s'adapter finalement à ces outillages qui relèvent de la préhistoire. L'outil, tu vois, aujourd'hui, c'est la prothèse, c'est la nanotechnologie, etc. Mais un jour, ça a été le feu, ça a été l'objet contendant, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Est-ce que tu trouves que... qu'est-ce que tu en penses, en fait, de cette pensée-là?
Enfin, il y a deux questions là finalement. Il y a celle sur l'évolution vers le transhumanisme, l'homme augmenté, on va dire, à laquelle tu penses qu'il faut s'adapter ou pas déjà? Alors, c'est vrai que c'est une question quand même à un débat qui serait extrêmement large, Mhm. qui est finalement le combat entre Chronos et Prométhée finalement. Toujours cette question par rapport au passé, au futur, par rapport aux évolutions qu'on a, est-ce qu'on s'y adapte ou pas, est-ce qu'on reste dans le monde ancien et ça, c'est depuis la nuit des temps finalement, ce process-là. Mhm. Voilà. Alors, si on reste dans le monde ancien, est-ce qu'on a une chance de survie? Est-ce qu'on a une chance d'échapper? Parce Après, qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter de toute façon, ce mythe prométhéen. Tu vois, on c'est a... là où c'est compliqué et je pense pas que là, je puisse avoir une réponse universelle. Ça dépend de chacun de ses positionnements. On pourrait même dire qu'à partir du moment où il y a eu l'agriculture, c'est le début de la fin d'une certaine manière. Si on se place d'un certain point de vue, et en même temps, c'est une amélioration énorme aussi d'un autre point de vue. Donc, c'est toujours compliqué cette question de l'adaptation à des évolutions, par rapport à des évolutions techniques qui emmènent l'humanité dans une certaine dynamique. La question s'est toujours posée, même quand l'homme a inventé le feu, est-ce que finalement il faut continuer à utiliser le feu Enfin, inventer le feu, enfin, réussir à ouais, le à le dompter. Je pense qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui disaient ah bah non, il faut rester sur la chassette et la cueillette, et puis d'autres parties des hommes qui se disent ah non, avec le feu finalement on va pouvoir faire des trucs incroyables et on pourra se passer de la chassette de la chasse et de la cueillette et passer à autre chose. Donc la question s'est toujours posée et elle se repose précisément maintenant, une fois de plus. Alors moi, mon avis, qui va être un avis représentatif de ma conjonction Cérès-Lune noire en Verseau. Ouais. Hein. Euh, le... Pour moi, le transhumanisme, c'est déjà plus l'humain. Donc, s'adapter à quelque chose qui ne serait plus l'ordre de l'humain, euh, pour moi, ça serait non, en fait. Parce que là, on passe de l'homo sapiens à l'homo roboticus. Donc, à partir du moment où on devient autre chose que ce qui nous constitue, on n'est plus cette chose. Donc, à mon avis, le transhumanisme n'est pas ça peut être une évolution naturelle, mais en allant vers cette évolution naturelle, en fait, on n'évolue pas, on involue, à mon sens. Donc, c'est plus une involution. Parce que là, encore une fois, on va détruire ce qui fait justement précisément l'humain pour en faire une machine. Donc, l'humain augmenté, l'humain modifié, quand on dit ça, le fait que ça qui est augmenté, modifié, transformé à côté de humain, c'est le mot humain perd tout son sens. Est-ce qu'il n'est pas déjà augmenté quand il apprivoise le feu, quand il crée un outil, tu vois? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de s'augmenter? Là, donc, ça serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que on peut se servir de la technologie à partir du moment où la technologie n'a pas le dessus sur celui qui a créé cette technologie. À partir du moment où l'outil prend l'ascendant sur celui qui a créé l'outil, celui qui a créé cet outil, finalement, il est comment dire, il est dominé par Il est asservi. il est asservi. Alors que s'il utilise l'outil pour ce qu'il est, pour servir les valeurs humaines, les qualités humaines, pour qu'on devienne plus humain finalement, là c'est plutôt, ça peut être bénéfique. Donc en fait, tout dépend de comment on utilise la technologie. C'est toujours la même chose. Tout dépend de l'éthique finalement. Ouais. Mais si, et là c'est plutôt dans ce sens-là que ça semble aller, c'est que c'est la technologie qui prend l'ascendant sur l'homme. Et donc à partir du moment où c'est la technologie qui prend l'ascendant, l'intelligence artificielle, à un moment donné, sera plus à même sera au-dessus des capacités du cerveau humain, parce qu'en fait, dans le même temps que la technologie augmente, il y a une dégradation des capacités humaines. Dans ses capacités cognitives, psychiques, il y a une dégradation. Et pendant ce temps-là, la technologie, elle évolue. Donc à un moment donné,
il va y avoir aussi une bascule du fait que la technologie sera toujours meilleure ou plus performante que l'humain. Donc la technologie pourrait même, là on rentre je sais pas, complètement de science-fiction, où c'est la machine qui prend le contrôle sur l'homme. Et donc à partir de là, nous serons les esclaves de la technologie. C'est déjà plus ou moins comme ça que ça se passe déjà actuellement. Par contre, si l'humain il a toujours le contrôle sur cette technologie et que cette technologie ne le dépasse jamais, là, ça peut ouvrir des champs incroyables pour l'humain. Donc, en fait, ça dépend toujours de comment l'outil, comment on va s'en servir, s'il va nous dépasser ou non. Oui, à des champs incroyables. Justement, par exemple, la question du travail et si la machine fait le travail de l'humain, que fait l'humain pendant ce temps? On pourrait imaginer une société dans laquelle on puisse se lire, s'adonner à ses passions, réfléchir, penser, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude parce qu'on est esclave d'une certaine manière dans le travail. Et donc, ça revient à la première question que je te posais, celle où Yuval Harari parlait de, puisque l'homme ne sera plus forcément amené à travailler, et que ça reste un consommateur quand même, tu vois, est-ce que il va falloir ponctionner cet argent à ceux qui s'enrichissent avec l'intelligence artificielle? C'est compliqué parce que comment dire, si on se place du point de vue de nos élites, eux, ils veulent pas d'une humanité libre et qui fasse ce qu'elle veut. Qui réfléchissent. Qui réfléchit, qui se cultive, qui est, voilà. Des consommateurs, ça évidemment, des consommateurs qui réfléchissent pas trop et qui restent toujours sous ce contrôle, sous une certaine forme d'esclavage. Donc en fait, ça serait plutôt de nous faire croire. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a promis. On nous a dit, on va libérer les humains avec l'arrivée de l'ère industrielle et donc des machines. Ça, on nous l'a déjà promis à l'ère industrielle. Aujourd'hui, est-ce qu'on est plus libre? Est-ce qu'on... non. Et donc, demain, ça ne sera pas vraiment différent. C'est-à-dire que ça, c'est toujours le cheval de Troie de nous faire croire justement à plus de liberté. Et en réalité, on s'est tapé plus de... depuis les années 50, on n'a fait que éroder nos libertés. On était finalement plus libre dans les années 50 qu'on l'est aujourd'hui. Et pourtant, avec toutes les avancées technologiques qu'on a eues et qui pouvaient libérer l'humain, eh bien, ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est une... Et donc, aujourd'hui, ça ne sera pas autrement que ce que c'était hier par rapport à ça. On va continuer à nous faire croire qu'on va rendre l'humanité plus libre en ayant des avancées technologiques qui vont nous le permettre. En réalité, ces avancées technologiques vont nous enchaîner, nous restreindre plus que ce qu'on pensait de prime abord. Donc, pour moi, c'est un leurre, en fait. C'est faux, enfin, à mon sens. D'accord. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cette fois. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et donc, je vous invite à lire l'article de Guillaume. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Et puis, on devrait se retrouver normalement pour une espèce de bilan à peu près trimestriel. On n'a pas encore bien défini, mais pour justement aborder l'astrologie mondiale, ce que je ne fais pas moi dans mes vidéos. Donc, tu as proposé comme ça régulièrement, c'est pas exactement quand, mais je veux dire plusieurs fois dans l'année, de se retrouver et d'essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé et de l'analyser avec l'astrologie. Ouais, on va essayer de faire ça de façon factuelle et en ramenant des événements collectifs très, très concrets, peut-être moins généralistes comme on l'a fait là, d'être un peu plus précis et puis factuel. Je pense que ça peut être intéressant de faire un petit bilan comme ça tous les 3 mois, de voir les évolutions sur le plan collectif et sous le prisme astrologique, évidemment.
Donc, ouais, D'accord. ça sera cool. Ok. Bon, bah, merci. Puis à bientôt. Au revoir. Ciao.